Bien, je vous propose de prendre place. On va démarrer. Donc, au nom de toute l'équipe de Protège de la CPS, soyez les bienvenus ici, dans cette salle Jacquier-Caoué. On vous remercie beaucoup de votre présence. Alors cette conférence ce soir se situe dans le cadre d'une semaine de travaux qui réunit des équipes de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie autour de ce projet financé par le 11e FED, qui est le projet Protège. Et donc ces équipes, ces délégations de ces trois territoires travaillent toute la semaine pour remettre à la fois des préconisations de politique publique sur la forêt et l'agroforesterie, mais aussi pour dessiner les actions du futur, enfin pas du futur, de l'actuel, mais les futures actions, qui vont se dérouler dans le cadre du projet Protège les 3 prochaines années. Et donc l'équipe a voulu qu'en marge de ces réflexions qui nous occupent, vous envoyez des traces au mur là-bas, et en marge de cette opération qui est un peu une première, d'une certaine façon, parce qu'elle réunit un peu les communautés, entre guillemets, de la forêt et de l'agroforesterie de ces 3 territoires pour la première fois. J'allais presque dire, puisque ce soir on a un public majoritairement calédonien, aussi un peu pour la première fois en Nouvelle-Calédonie. Et ça tombe un peu dans l'actualité après les feux, la sécheresse, les feux australiens. Le sujet de la forêt, de la séquestration carbone, est évidemment au cœur de tous les esprits. Et donc tout ça tombe un peu à point nommé. C'est la raison pour laquelle l'équipe Protège a souhaité partager avec le public que vous êtes ce soir quelques-unes des réflexions et des expertises qui sont venus contribuer aux travaux de cette semaine. Donc ce soir, vous allez entendre par ordre d'apparence, à ma droite, quelqu'un de bien connu. On a essayé d'avoir un nouveau, mais on n'arrive pas à s'en passer. Donc Hubert Géraud du WWF, il va commencer par nous montrer de belles images de à quoi sert la forêt, puisque je vous rappelle que notre thème de la soirée, c'est la forêt, un joyau oublié pour répondre à nos urgences. Je ne sais pas si on conclura par dire qu'elle est utile pour la lutte contre le coronavirus, mais en tout cas peut-être pour d'autres choses. Ensuite, nous entendrons Jalési Mateboto, qui est là-bas. Alors Jalési, c'est un peu Vous savez qu'à la CPS, il y a une division ressources terrestres et il est conseiller spécial. Et justement, c'est un peu le monsieur forêt de la CPS. Il vient de Fidji, mais il travaille dans toutes les îles du Pacifique. Donc il nous apportera son regard précieux. Ensuite, nous entendrons Jean-François Buteau. Jean-François Buteau, il est botaniste. Il est botaniste en Polynésie française. Il connaît bien la Calédonie pour y travailler régulièrement. Et lui, il nous parlera de cet espoir ou de cette actualité qu'est le Santal. Et il parlera des problématiques de restauration sur les forêts polynésiennes et calédoniennes. Et puis on terminera avec Susana Tuizeze. Alors Susana Tuizeze, elle est directeur du programme Océan et îles du Pacifique à Conservation internationale. Elle est aussi basée à Fidji. Elle a la particularité d'avoir à la fois travaillé pour le ministère fidjien des forêts. Vous savez que la forêt, c'est une grosse activité à Fidji. Elle a été dans le secteur privé ensuite. Et puis, voilà, elle a rejoint Conservation internationale et elle viendra nous parler d'un sujet un petit peu nouveau, qui est celui des fonds de compensation carbone. Parce qu'on a souhaité partager cette préoccupation, ce sujet avec vous, parce que c'est un état, cette semaine, qui est largement débattu dans nos travaux sur comment faire de nos territoires, Polynésie, Wallis-et-Futuna et Nouvelle-Calédonie, éventuellement des territoires de destination de ces fonds de compensation carbone.
Voilà, merci beaucoup. Désolé d'avoir été un peu long. On va démarrer avec Hubert et merci de votre présence. Donc le format que je vous propose, compte tenu des questions de temporalité, c'est qu'on les écoute tous et ensuite qu'on prenne un temps de débat et d'échange avec vous. Merci beaucoup. Pour ne pas vous faire perdre trop de temps, je peux démarrer sans le soutien des slides. Bonsoir, merci d'être là. En tout cas, je voulais d'abord exprimer mes remerciements à la CPS, au programme Protège, à toutes les personnes qui nourrissent les réflexions cette semaine. C'est frustrant de ne pas pouvoir assister à tous ces échanges, mais c'est extrêmement intéressant et vivifiant, et ça donne espoir qu'on arrive à sortir quelque chose d'intéressant à la fin de la semaine pour tous nos territoires d'outre-mer. L'urgence écologique et climatique nous impose aujourd'hui de repositionner notre développement dans les limites environnementales de nos territoires insulaires du Pacifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit baser notre développement et notre prospérité sur les infrastructures vertes de nos territoires que sont les forêts. Alors, j'ai pas le... Non, c'est toujours pas. Voilà. Et la forêt doit donc être considérée comme un partenaire à part entière de nos civilisations, de nos populations. Alors, ça y est, c'est là. Tac. D'autant plus que nous sommes dans un contexte d'urgence, comme je vous le disais, climatique et écologique. Les deux termes sont importants, l'un n'efface pas l'autre, et que si nous devons nous adapter, et nous allons le devoir, eh bien nous allons devoir compter en premier lieu, non pas sur nos infrastructures grises, nos ponts, les cailloux pour protéger nos bords de plage, etc. On devra d'abord compter sur une relation gagnant-gagnant avec les forêts, en tout cas ce qui nous en reste. Et ce qui est important, c'est que justement, on a eu l'habitude dans notre culture de gagner en faisant perdre la nature. On prélève, on l'appauvrit et on gagne. Ça fait des siècles, voire des millénaires qu'on gagne comme ça. Et puis là, on arrive au bout de l'exercice. On arrête de gagner, on commence à perdre. Et donc là, on est obligé de revoir notre relation à la nature et donc à la forêt dans une relation gagnant-gagnant. Et le contexte climatique et écologique nous l'impose. Alors on va voyager un petit peu. On quitte la région, je suis désolé. On va très rapidement, sans 1 gramme de carbone, partir dans les Caraïbes. Cette image, elle vous choque, je suis sûr. En tout cas, vous avez quelque chose qui apparaît. Tout simplement, on est à la limite entre deux politiques, entre deux cultures du rapport à la forêt. C'est à gauche, vous avez Haïti. À droite, vous avez la République dominicaine. D'un côté, vous avez moins de 2% de couverture forestière. De l'autre côté, vous avez 1/3 de couverture forestière. Eh bien, si on remonte en 2004, il y a eu un cyclone qui a traversé l'île, comme les cyclones qui traversent la Calédonie. D'un côté, il y a eu 2000 morts, de l'autre côté, 2 morts. Les 2000 morts, c'est côté Haïti, c'est là où il n'y a plus beaucoup de forêts. La majorité sont morts dans les glissements de terrain et les torrents de boue. Alors ça montre quelque chose... cette image nous rappelle qu'on la voit aussi en Calédonie. Par endroits, on est un peu la République dominicaine. Et puis à d'autres endroits, on est Haïti. Ça, c'est juste derrière Nouméa. C'est pas loin. On a Haïti aux portes du Grand Nouméa. Et quand on zoome, voilà, c'est les services rendus par la forêt disparaissent avec la forêt. Et on imagine ensuite les conséquences de ça. On va y revenir. Donc aujourd'hui, je reviens à cette image, on est à un grand virage en Calédonie ou à un carrefour. On décide d'aller vers la droite ou vers la gauche, vers l'est ou vers l'ouest. Et là, j'espère que la question que l'on se pose à Protège, c'est la question pour la Calédonie, c'est la question pour Wallis et Futuna, c'est la question pour la Polynésie, c'est la question pour la planète. Mais on a à résoudre l'équation sur nos petits timbres postes insulaires. Et donc, je vais rapidement, pour ne pas prendre aussi sur le temps de mes collègues, zoomer un petit peu sur la relation forêt-eau et décliner un petit peu dans une petite histoire ce que ça peut représenter de la perdre, cette forêt. On a fait une étude qui a montré que plus de 90%, parce que là, il faudrait réactualiser, on en est même à 94%, de la surface des périmètres de protection de captage d'eau en Calédonie
ont leur service forestier d'approvisionnement en eau dégradé ou très dégradé. Donc on a de l'eau au robinet, on est chanceux, on est des enfants gâtés, mais on a perdu énormément déjà du service d'approvisionnement que la forêt nous rendait. On l'a perdu pourquoi? 3 premières grandes raisons. Les incendies. Avec l'œil, maintenant, on est comptable de nos incendies. L'année dernière, c'est 29 000 hectares. C'est près, un peu moins de 700 feux. C'est 57 périmètres de protection de captage qui ont été touchés par ces incendies. Vous avez également les invasions biologiques. On en parle, les ongulés, cerfs, cochons. Et puis vous avez également l'extraction minière. On sait bien en plus qu'en Calédonie, où la métallurgie perd un peu de vitesse, on va un petit peu se rattraper à la branche de l'extraction minière. Donc on va aller davantage excaver les têtes de nos reliefs, là où les châteaux d'eau forestiers se positionnent. Quid demain du Païwa? Quid demain du Boulinda? Des choix s'imposeront. Et puis, si on redescend dans la plaine, parce que parfois c'est un peu loin les châteaux d'eau, eh bien il n'y a qu'à regarder nos rivières. Là, on est juste à la coulée, par beau temps. Le lendemain, après une petite pluie, voilà. Et on s'habitue à ça. On s'habitue à avoir perdu notre service d'approvisionnement rendu gratuitement par la forêt. Si vous vous souvenez, il y a 3 ans, grosse sécheresse, ça c'est une photo que j'ai prise au lac de Yaté. Qu'est-ce qui se passe? Alors, les couverts, le parc de la Rivière Bleue, il y a encore pas mal de forêts, mais si vous regardez autour, ça a été miné, ça a été brûlé. Eh bien, quand on n'a plus d'eau à turbiner, eh bien, on repasse au charbon, on repasse au fioul. Également, quand là on est à Boulou-Paris, dans une tribu de Boulou-Paris, un incendie a brûlé leur périmètre de protection de captage d'eau. Eh bien, dès qu'il y a une petite pluie, ça se remplit de gravier. Et maintenant, à l'échelle du territoire, on a un coût d'entretien des infrastructures grises, en détruisant l'infrastructure verte qu'est la forêt. Après, il faut faire tourner nos infrastructures grises, nos bassins, nos tuyaux, et les dégager de tous ces dérèglements. Un autre aspect qui se transforme en aspect financier, c'est quand vous n'avez plus d'eau dans votre périmètre de protection de captage, quand la Dimbéa, par exemple, qui a perdu 30% de sa réserve utile depuis les années 70, du fait des incendies majoritairement, eh bien, quand on n'a plus assez d'eau, le Nouméen va la chercher à Tontouta. Sauf que l'eau de la Dimbéa descend par gravité jusqu'à vos robinets à Nouméa. L'eau de la Tontouta, il faut de l'électricité pour des pompes de relèvement pour faire arriver l'eau jusqu'à Nouméa. Donc le mètre cube coûte beaucoup plus cher. Et puis c'est du social, c'est-à-dire que pour des gens qui ont des salaires corrects, c'est pas très grave. Pour des petits salaires, ce sera beaucoup plus impactant. Et puis dans certains cas, c'est le cas déjà de tribus dans le nord, sur la côte est aussi, parfois il faut être alimenté par camion-citerne. C'est pas le futur. C'est aujourd'hui, c'est l'actualité de nos saisons sèches. Et puis, également, c'est une question sanitaire. Ces forêts, disparaissant, eh bien, elles ne retiennent plus les sols, ce qui fait que les sols, avec leur fertilité, descendent dans nos rivières, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans la coulée, mais elles descendent aussi dans nos captages. Et ensuite, on traite cette eau, on la chlore, et le mélange chlore et matière en suspension crée des trihallométhanes qui sont des molécules cancérigènes. Donc c'est aussi un aspect sanitaire que de protéger les forêts. Et puis, devant tout ça, ça c'est un peu le constat. Moi je voudrais juste lancer quelques pistes, passer à l'action. Et je voudrais juste vous en citer quelques-unes qui vont être débattues aussi cette semaine. Mais il y a impérativement besoin de traduire, s'il y a volonté politique, il faut que ça se traduise par des mécanismes de financement de cette volonté politique de protéger et restaurer les forêts. Il faut également investir de manière massive dans le génie écologique pour la restauration de nos forêts, comme il faut investir dans le génie écologique pour produire du bois. Tout ça n'est pas dissocié. Pour produire de l'agriculture par l'agroforesterie, on aura l'occasion cette semaine d'en débattre. Et c'est pour ça qu'il faut s'intéresser aux mécanismes de résilience forestière, spontanément, s'intéresser à cet objet qu'est la forêt, qui est vivante, qui bouge, et qu'on a souvent considéré comme une surface
couverte d'arbres, mais qui, en fait, contient les solutions à nos problèmes. Et donc là, c'est véritablement un deuxième cri d'alerte. En tout cas, il faut investir sur ce génie écologique. Il faut également investir sur des plans de réduction des 3 impacts que je vous ai fait voir. Donc ça doit se traduire dans les politiques publiques, j'y reviens. Sur les feux, il faut un plan d'action feu Nouvelle-Calédonie. Sur les invasions biologiques, Protège va lancer des choses ambitieuses sur la régulation des ongulés. Et puis, il faut aussi avoir un schéma minier qui intègre pleinement les autres enjeux que celle d'avoir du minerai sous le sol. Celle de pouvoir prioriser à un moment la ressource en eau par rapport au minerai. Celle de respecter un endroit tabou par rapport au minerai. Celle de respecter une biodiversité, une forêt pour ce qu'elle est, par rapport au minerai. Mais ça, c'est un courage politique qui doit se traduire dans les politiques. Et puis enfin, il faut pas que ce soit quelque chose dans une tour d'ivoire. Il faut que cette révolution un peu de conscience et d'action, elle implique l'ensemble des acteurs du territoire. Je parlerai un petit peu des gardiens de la forêt, des gardiens de l'eau. Tous ces gens qui sont déjà investis sur ces questions, sur leurs terres, et avec lesquels il faut faire du gagnant-gagnant. Relocaliser de l'activité économique, de la microéconomie, de l'agriculture, de l'écotourisme, etc. et qui soutiennent leur qualité de vie et qui leur permettent, par des mécanismes de financement, ça peut être aussi 1 franc par mètre cube de l'eau qui descend de leur vallée, qui remontent dans leur vallée et qui leur permettent de soutenir des projets soutenables. Et donc là, par exemple, excusez-moi, là on était à Guapin à gauche, à droite on est avec Roberto Mico, une photo qu'on a faite l'année dernière. Cet endroit-là, il a pour partie brûlé en début d'année, en février, par un feu qui n'a pas été combattu dès le début. Et une partie du travail qu'on a mené avec cette tribu pendant 10 ans est partie en fumée. Il ne faut pas abandonner, mais le chemin est long. Et c'est pas parce qu'on n'a pas de route pour faire les choses, pour restaurer, qu'il ne faut pas y aller. Là, c'est par exemple à Guapin, où il n'y avait pas de route, et il y a plusieurs dizaines de milliers d'arbres qui sont montés à dos de cheval et à dos d'homme. Et puis, c'est aussi impliquer les mamans, les femmes, dans tous ces dispositifs, et réinvestir dans la production de plants. Il y a eu des années un peu fastes, quelques années, puis aujourd'hui, par restriction budgétaire, on est en train d'abandonner un petit peu nos pépinières tribales, nos pépinières professionnelles aux portes de Nouméa, qui sont en grande situation, très délicate d'un point de vue financier. Tout ça parce qu'on n'a pas de politique publique qui offre du long terme et une vision d'engagement pour la protection et la restauration de nos forêts. Et puis, je ne peux pas finir, je me suis permis de glisser 2 slides qui ne sont pas dans le thème exactement, mais pour au moins vous donner une bonne nouvelle. Vous savez que l'année dernière, en fin d'année, il y a eu un grand feu, justement, sur une des photos que je vous ai fait voir au début sur la coulée. Et là, c'est la vallée de la Oumbéa qui est en train de brûler, à gauche. Et on y est allé juste après avec un spécialiste, un botaniste de l'IAC, Gildas Gadblé, et qui avait découvert il y a 3 ans et demi une espèce d'arbuste, un pichonia, donc qui est lié à nos forêts, qui n'existe nulle part ailleurs que dans ce petit coin de vallée. Tout a brûlé dans cet incendie, 100% de la population mondiale. Et on a mobilisé aussitôt, grâce à Gildas, certains de nos bénévoles, qu'on a investi pour pailler et venir arroser toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, jusqu'au retour de la saison des pluies. Et on y est retourné lundi et on a le bonheur de vous dire qu'il est sauvé, qu'il est toujours vivant. Voilà, c'était pour finir par ça. Et puis je voulais finir par une petite phrase, je suis désolé. Mais on essuie beaucoup d'échecs, on a rarement des succès, donc c'était pour le partager avec vous. Et je voulais finir par une phrase de Macmillan, qui est un ornithologue américain, que peu de gens connaissent, mais qui avait dit quelque chose de très très beau pour les condors, donc j'ai adapté avec le pichonia, ce fameux arbuste, qui disait la chose suivante, vous l'avez sans doute déjà lu, ce qui compte vraiment dans la sauvegarde du pichonia, ce n'est pas tant que nous avons besoin du pichonia, c'est que nous avons besoin de développer les qualités humaines qui sont nécessaires pour le sauver, car ce sont celles-là même qu'il nous faut acquérir pour nous sauver nous-mêmes. Merci. Oh, je suis désolé. Merci, Hubert.
Allez-y. Qu'est-ce qu'une... Difficile. Bula Vinaka, ladies and gentlemen, and welcome to tonight's session. This evening I will be... Je voudrais vous faire part du rêve qui m'anime, un rêve dont je pense qu'il peut se concrétiser si nous savons bâtir des partenariats, travailler en collaboration et dans le respect des situations et des traditions locales. Ce rêve, c'est d'avoir des écosystèmes sains ou des paysages sains. Nous pensons qu'en préservant la santé des écosystèmes, nous préservons la santé des populations. Avoir des écosystèmes sains, c'est avoir aussi des sources d'alimentation saines. Avoir des écosystèmes sains, c'est aussi contribuer à renforcer la résilience de nos systèmes de production vivrière. Ça veut également dire renforcer la résilience des populations face aux défis auxquels elles sont actuellement confrontées. Dans le Pacifique, les forêts et les paysages nous fournissent des biens et des services qui sont indispensables pour assurer la vie sur Terre. Et nous dépendons, dans ce contexte, de nos forêts, de nos paysages et des écosystèmes en général, dans la mesure où ils nous fournissent à la fois de quoi nous nourrir, ils nous fournissent également des services sociaux, comme par exemple l'accès à de l'eau propre et salubre, à un air sain. Et nous dépendons aussi de nos paysages, de nos forêts, pour tout ce qui concerne nos activités culturelles, nos traditions. Nous dépendons aussi de nos forêts et de nos paysages pour assurer notre développement économique. The benefits that I've stated. Pourtant, malgré tous les avantages de ces écosystèmes, le fait est qu'aujourd'hui, la qualité de nos forêts, la qualité de nos écosystèmes s'altère de manière préoccupante. Aujourd'hui, nous assistons à une dégradation de ces écosystèmes et tout cela est dû en grande partie aux activités anthropiques, à l'action de l'homme, mais aussi à certaines des maladies dont nos activités sont à l'origine. Ce matin, lors des débats, j'ai parlé des solutions qui pourraient nous permettre de trouver des parades, notamment en élaborant des politiques qui vont nous permettre de créer des environnements propices à la gestion durable des ressources. J'ai aussi attirer l'attention sur les pratiques d'utilisation des terres et des forêts. Ces pratiques, elles peuvent changer. Nous pouvons promouvoir des pratiques qui vont être bénéfiques aux écosystèmes comme aux populations. J'ai aussi parlé de l'importance du renforcement des capacités, de la nécessité de mettre en place des systèmes qui, de manière générale, vont encourager dans la durée le renforcement des capacités dans tous ces différents domaines. Sans oublier, bien sûr, les aspects scientifiques, les aspects technologiques et la manière dont nous pouvons aussi diffuser ces informations auprès des communautés qui vont être directement touchées par la dégradation des ressources naturelles. Ce soir, je voudrais aller un petit peu plus loin, si vous le permettez, et revenir sur les problèmes auxquels sont confrontées les populations, regarder ce qu'il en est de la demande sur les marchés et aussi regarder ce qu'il en est de l'accès à des terres cultivables. On voit très bien en Nouvelle-Calédonie, par exemple, que aujourd'hui, la terre cultivable manque. C'est un paysage très escarpé. Il y a beaucoup de collines, beaucoup de montagnes. Or, l'accès à la terre est essentiel en matière agricole. On se retrouve donc confronté à des usages conflictuels des sols et des terres. Ce matin, on a notamment rappelé que dans certains cas, les changements survenus ont obligé les gens à s'éloigner des côtes pour s'installer à l'intérieur des terres. Au Fidji, par exemple, nous avons des terres arables qui ont été consacrées à l'industrie sucrière et qui aujourd'hui se transforment petit à petit en zones résidentielles, si bien que les personnes qui cultivaient du sucre ont dû se déplacer vers l'intérieur des terres et notamment vers les zones forestières de l'intérieur et des hauteurs. Autre facteur préoccupant, le fait que souvent
les capacités manquent pour faire face à ces phénomènes. Il faut donc mettre en place des mécanismes qui vont permettre de renforcer les capacités, de promouvoir la gestion durable des ressources. Et ça suppose un gros travail de formation, d'éducation, d'information. Et parmi les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés dans ce contexte, il y a bien évidemment les menaces liées au changement climatique. Nous sommes pour la plupart habitants d'îles basses. Ce sont ces îles basses qui vont être le plus directement touchées par les effets du changement climatique et en particulier de l'élévation du niveau de la mer. Tout cela étendu notamment aux conséquences directes ou indirectes des activités anthropiques, de l'activité de l'homme. Nous pensons que la planification de l'utilisation des terres est essentielle dans ce contexte. En d'autres termes, il s'agit de penser à la manière dont nous allons utiliser ces terres, comment nous allons affecter les terres à des usages précis, à des formes de développement précises. Il s'agit en d'autres termes de faire en sorte que les modes de développement, les modes d'utilisation des terres que nous allons mettre en place vont véritablement correspondre au potentiel des terres concernées. En d'autres termes, il ne faut pas surexploiter nos ressources, veiller à ce que nos terres soient utilisées à des fins utiles. Et dans ce contexte, on a beaucoup parlé des interventions qui peuvent être menées. Si on regarde ce qu'il en est de la planification de l'utilisation des sols, on voit bien que ça suppose de travailler avec les communautés de manière en consultation, de repérer, d'identifier les zones qui doivent être transformées en réserve, d'affecter à l'agriculture d'autres terres bien précises. Et puis, il y a aussi des terres qu'il va falloir laisser de côté en friche dans l'intérêt des villages pour promouvoir le développement des villages ou d'autres activités. Toutes les communautés océaniennes ont leurs rêves, leurs aspirations en matière de développement. Les Océaniens ont besoin d'écoles, de dispensaires, d'hôpitaux. Et il faut accompagner ces populations pour les aider à identifier les terres qui vont pouvoir être utilisées à ces fins. Il y a aussi des terres qui vont pouvoir faire l'objet de restauration, de reboisement ou des zones où on pourra envisager de nouvelles activités économiques sans danger pour l'environnement, comme l'écotourisme qui aujourd'hui présente de réelles perspectives dans la région. L'expérience de Vanuatu dans ce contexte est très intéressante. Vous le savez, il y a quelques années, Vanuatu a été très durement frappé par un cyclone tropical de catégorie 5, le cyclone Pam. C'était il y a 4 ou 5 ans. Et la CPS a été invitée à venir en aide à Vanuatu. Et nous, à la CPS, à la division ressources terrestres, nous nous sommes dit, nous n'allons pas aller sur le terrain et faire comme d'habitude. Dans ce cas précis, il faut que nous changions notre fusil d'épaule et que nous adoptions une approche globale à l'échelle des îles tout entières, en abordant les questions liées au sol, aux ressources, à la capacité des sols. Et il va nous falloir travailler avec les communautés pour que nous puissions mettre en place un plan d'occupation des sols à l'échelle d'îles entières. Nous sommes allés sur l'île d'Emae, nous avons rencontré les habitants de 10 à 15 villages et nous avons pris tout le temps nécessaire pour parcourir toute l'île et recueillir toutes les informations requises en réponse aux questions que nous nous posions. Nous avons procédé village par village, maison par maison et nous avons recueilli toutes les données nécessaires et nous avons intégré ces données à un plan d'occupation des sols à l'échelle de l'île. Nous avons combiné, finalement, regroupé toutes les informations recueillies à l'échelle des villages pour élaborer ce plan d'occupation des sols à l'échelle de l'île qui est maintenant en cours de finalisation et qui va être mis en œuvre avec le concours des pouvoirs publics. Et de manière générale, les choses évoluent de manière très positive et dans un sens favorable à la gestion durable des ressources. Je l'ai dit tout à l'heure, la planification de l'utilisation des terres prévoit ou suppose aussi de respecter les structures existantes, de respecter les systèmes de propriété foncière et de tenir compte des besoins des populations en matière de développement. Ça, c'est aussi un point extrêmement important et c'est une approche qui se veut donc ascendante du bas vers le haut. En d'autres termes, nous intégrons dans nos plans ce que nous disent les populations qui expriment leurs aspirations et leurs besoins. Et ce sont les populations qui doivent être le point de départ. Et sur l'île d'Emae, à Vanuatu, nous avons passé plusieurs semaines à recueillir ces informations parce que nous voulions absolument nous assurer que ce qu'elles voulaient mettre en place correspondait au potentiel des terres. Mesdames et messieurs, pour conclure sur cette question, je voudrais dire qu'en fait, il est très important de pouvoir investir dans le développement durable des terres. Cette démarche est la clé de voûte du développement durable.
Il faut investir dans des interventions qui vont avoir des bénéfices multiples accrus, non seulement pour l'environnement, mais aussi qui vont contribuer à répondre aux aspirations des populations en matière de développement. La gestion durable des sols passe par la planification de l'utilisation des terres, et cette démarche, de manière générale, est essentielle si l'on veut assurer la pérennisation des services écosystémiques dont bénéficient les agriculteurs, les éleveurs, et de manière à pouvoir à terme concilier protection durable des ressources et développement économique. Merci beaucoup. J'espère que vous partagerez ce rêve avec moi. Jean-François, est-ce que tu peux récupérer le... Voilà. Donc Jean-François Buteau, botaniste en Polynésie. On t'écoute, Jean-François. Yaorana. Donc mon propos va être de vous présenter un petit peu la forêt polynésienne et les problèmes qu'elle rencontre et quelques actions de conservation qui sont menées par différentes personnes. Je me rends compte que mon propos sera quand même assez comptable comparé aux interventions précédentes, assez envolées ou émouvantes. Donc la Polynésie française, elle est caractérisée par son grand isolement, plus de 5000 km de tout continent, une dispersion des îles sur plusieurs milliers de kilomètres du nord au sud ou d'est en ouest, avec une relative faible superficie terrestre de 3500 km². Donc on a 123 îles réparties en 5 archipels, 77 îles habitées, le reste inhabitées ou fréquentées irrégulièrement, et une certaine diversité d'îles, entre les atolls coralliens qui culminent au maximum à 100 mètres d'altitude et les grandes îles volcaniques qui vont jusqu'à 2200 mètres. C'est le sommet Orohena qu'on voit en photo sur l'île de Tahiti. La flore polynésienne, là on est petit joueur par rapport à la Calédonie bien entendu. On a un peu plus de 1000 plantes natives, dont 62% de plantes endémiques à la Polynésie française. Au niveau des arbres, j'ai essayé de faire le décompte, on a à peu près 260 espèces d'arbres à petits arbres. Cette diversité, elle est assez présente. L'archipel le plus riche, c'est celui des îles de la Société, avec plus de 600 plantes natives, dont 46% d'endémiques. Aux Marquises, archipel le plus isolé de tout continent dans le monde, où quasiment on retrouve beaucoup moins de plantes, 360, mais un peu plus d'endémisme, puisqu'on a 190 plantes qui y sont propres, qui comptent pour 50%. On a deux archipels qui sont assez pauvres, ce sont les Tuamotu et les Gambiers, avec une centaine de plantes natives, dont une douzaine d'endémiques à chaque fois. Donc ça s'explique au Tuamotu parce qu'on a essentiellement des atolls bas, avec une flore qu'on va retrouver largement sur les littoraux, tout le Pacifique. Et enfin les îles australes, où on a un nombre à peu près équivalent de plantes natives qu'aux Marquises, mais avec un peu moins d'endémisme. Les principales, donc le constat un petit peu de l'état de santé de cette flore. J'ai commencé par notre liste d'espèces protégées par la réglementation, par le Code de l'environnement. Sur nos 1000 et quelques plantes natives, on en a 169 qui ont été inscrites par un collège d'experts comme protégées, c'est-à-dire nécessitant des actions de conservation, ou en tout cas d'essayer de les préserver au maximum. Il y a eu récemment aussi une évaluation de l'état de santé, du degré de menace de la plupart des plantes endémiques sur la liste rouge de l'UICN. Donc on est arrivé à 406 espèces évaluées, dont 300 menacées, c'est-à-dire un chiffre très très important. Relativement peu de plantes éteintes pour l'instant, les prospections des botanistes ces dernières années ayant permis de retrouver quelques espèces qu'on pensait ne plus exister encore en Polynésie. Je développe une seule menace. La menace principale, à notre sens, sur la flore polynésienne, ce sont les espèces exotiques envahissantes, puisque à peu près 2000 espèces de plantes ont été introduites en Polynésie. Une cinquantaine d'espèces animales et végétales ont été inscrites dans le Code de l'environnement comme menaçant la biodiversité, c'est-à-dire indésirables, à éliminer, interdiction de planter, de disséminer entre archipels. Et sur ces 52 plantes et animaux, 18 figurent sur la liste des 100 plus envahissantes du monde. Cette sensibilité aux espèces envahissantes, elle est liée au contexte d'îles qui sont très isolées, avec relativement peu de plantes colonisatrices qui ont pu y venir. Également peu de prédateurs. On n'a aucun mammifère indigène terrestre, que des mammifères marins. Donc il n'y avait pas de rats à l'origine, il n'y avait pas de chats, de cochons, de chiens. Les plantes avaient développé relativement peu de moyens de défense. La plupart n'avaient pas de toxines, n'avaient pas de piquants. Les plantes sont relativement peu prolifiques.
Et une croissance assez lente. Notre santal polynésien, je suppose qu'il a une croissance un peu plus lente que le santal calédonien, donc une faible compétitivité. Les forêts polynésiennes étaient des forêts claires, donc beaucoup de lumière qui arrive au sol, et c'est assez favorable ça, ce type de forêt ouverte, à l'introduction, à l'arrivée, au développement de plantes envahissantes. Une des plantes envahissantes les plus célèbres qu'on ait en Polynésie, que vous avez gagné un petit peu en Calédonie, peut-être grâce à nous, c'était le Miconia calvescens, une plante avec des feuilles violettes, au revers des feuilles violettes. Ici, vous avez une photo d'une forêt naturelle qui n'a jamais été abîmée par l'homme, mais qui est complètement dégradée par le Miconia. Donc tous les arbustes que vous voyez qui sont un peu grisâtres, c'est des pieds de Miconia qui sont défeuillés, mais qui sont en train de repousser dessous. Donc vous avez des énormes superficies de forêts de forêts hygrophiles, de vallées, de basse et moyenne altitude qui ont été envahies par le Miconia. Dans le sous-bois, ça va vous donner ceci, donc un sous-bois très très sombre, aucune fougère, aucune mousse ou quasiment pas qui arrive à se développer. Donc dès qu'il pleut, une énorme érosion des sols et la disparition à terme de quelques fougères arborescentes ou de quelques arbres préexistants. Le Miconia n'est pas la seule plante envahissante qui pose énormément de problèmes. Sur la photo de gauche, ici, vous avez le tulipier du Gabon, que vous avez aussi en Calédonie, qui est une plante ornementale probablement appréciée au départ, mais qui a envahi toutes les forêts semi-sèches ou mésophiles de basse et moyenne altitude. Donc sur 100 arbres dans certaines forêts, on a 90-95 tulipiers du Gabon aujourd'hui. Et à droite, vous avez un autre arbuste qui explose actuellement, c'est Ardisia elliptica, que vous avez en quelques pieds ornementaux à droite à gauche en Calédonie. Ça, ce sont quelques exemples. On a de plus en plus de ces arbres et arbustes envahissants problématiques. Je vais vous citer 3 exemples d'actions de conservation qui touchent la forêt. Donc un premier exemple qui commence peut-être à être assez connu, c'est celui de la sauvegarde du monarque de Tahiti, un oiseau endémique de Tahiti qui ne subsiste que dans 3 vallées, qui était à la limite de l'extinction il y a quelques années, et pour lequel l'association ornithologique de Polynésie essaye non seulement d'éliminer les rats qui sont son prédateur principal, mais aussi de réhabiliter l'habitat végétal. Donc ça, c'est la zone où il subsiste, où l'oiseau subsiste à Tahiti, en rose. Donc on a développé des campagnes de coupe qui font appel à des bénévoles. L'idée est donc de couper autant que possible les forêts dominées par le Miconia, les jeunes tulipiers du Gabon. Donc tout ça se fait à la main en faisant des appels sur Facebook, les réseaux sociaux ou par email pour monter des campagnes avec des bénévoles, habitués ou pas habitués au travail en montagne, en vallée. Donc depuis 7 ans, donc on arrive à tenir ça depuis 7 ans, on a fait 82 campagnes qui ont consacré 1200 journées de bénévoles. En plus, depuis 2017, on s'est aussi intéressé à remplacer ce qu'on coupait par des arbres indigènes et endémiques. Ça appelait assez bien aussi aux bénévoles l'aspect coupé et l'aspect planté. Donc on a eu un impact collatéral, donc ce n'est pas l'aspect négatif, ce n'est pas le dommage collatéral, c'est l'impact. C'était de voir des gens qui n'avaient jamais été forcément en montagne, en vallée, s'intéresser à la forêt naturelle, se rendre compte de ces problèmes, puisque de la mer, tout est vert, tout semble beau, mais quand on est en sous-bois des forêts, en tout cas de Tahiti à basse altitude, il y a énormément de problèmes. Ces personnes-là aussi, ces bénévoles réguliers, sont devenus, pour un bon nombre d'entre eux, des réguliers d'action de conservation à travers l'association ornithologique, mais aussi dans d'autres associations. Donc ils se sont autonomisés, ils font les choses par eux-mêmes. Donc on appelle ça un peu le renforcement de capacité, mais on a été très contents et c'était assez inattendu de voir des gens qui se découvrent cette conscience-là et qui agissent maintenant par eux-mêmes avec d'autres personnes. Donc pratiquement, les pieds de Miconia étaient coupés à la scie manuelle, de temps en temps la tronçonneuse, mais souvent la scie manuelle. On mettait quand même un produit herbicide sur la souche parce qu'on a des rejets dans tous les cas. Quelques illustrations à gauche avant, à droite après, donc des zones très sombres quand il y a le Miconia, beaucoup plus claires quand on l'a coupé, et depuis on reboise ces zones-là, avec des problématiques d'entretien également. Et là les bénévoles plus ou moins contents, ou quand on leur fait faire quelque chose d'acrobatique de temps en temps. Certains de ces vallées à monarques, à oiseaux, sont aussi assez difficiles d'accès. Un deuxième exemple, qui est cette fois piloté par la direction de l'environnement,
de Polynésie. Donc c'est le confinement du Miconia sur l'île de Nukuʻiva aux Marquises. Donc malheureusement, le Miconia a été introduit dans certaines îles avant qu'on ait mis en place des réglementations un peu plus strictes. Donc des engins de chantier non nettoyés de la boue tahitienne ont permis l'introduction du Miconia sur différentes îles des Marquises ou de la société et l'introduction donc et la tenue de certaines populations. Une lutte initiale avait été réalisée par les forestiers ou les communes. La direction de l'environnement a ensuite pris le taureau par les cornes et des stratégies de lutte ont été mises en place contre le Miconia donc depuis 2012 avec des axes visant la prévention, la lutte et la sensibilisation. L'idée aussi de confiner, c'est de temps en temps, c'est un petit peu trop tard pour l'éradication du Miconia. Les graines sont toutes petites, se conservent des années, voire plus d'une dizaine d'années dans le sol avant de germer. Donc la stratégie actuellement est de confiner le Miconia sur l'île aux endroits les moins riches, ou en tout cas de nettoyer, de faire en sorte qu'il n'y en ait pas dans les endroits les plus riches floristiquement, donc la forêt de nuages de l'île. Ici, une carte de Nukuʻiva avec en violet les zones potentiellement envahissables et les points en violet, ce sont les endroits où on a repéré le Miconia. Donc un des gros travaux a été de former des équipes locales, on va dire de chasseurs marquisiens, qui au départ n'aiment pas du tout les papiers, monter des devis, prendre des patentes, embaucher des gens, rendre des comptes. Donc c'était la plus grosse satisfaction ou difficulté aussi de convaincre ces personnes-là de s'autonomiser, de monter en qualification. Et aujourd'hui, on a 2 équipes qui travaillent sur l'île de Nukuʻiva, qui sont autonomes, qui font directement les conventions avec la direction de l'environnement et qui font des rapports sur ce qu'ils font, qui sont consciencieux par rapport aussi aux actions d'entreprise. Un dernier exemple, donc là, c'est des plans de conservation, toujours montés par la direction de l'environnement sur l'île de Tahiti. L'idée est de conserver, de protéger, de sauvegarder, c'est un peu des sauvetages de temps en temps, des espèces les plus menacées de la forêt semi-sèche tahitienne. Donc très peu d'individus dans des milieux très dégradés. Donc là, je vous ai pris 3 exemples de plantes en danger critique d'extinction, dont on connaît 3 pieds, 35 pieds ou 20 pieds. Ils sont tous endémiques de Tahiti. Et les actions sont focalisées sur ces plantes-là. L'idée est de gérer pendant un petit moment les populations naturelles, parce qu'on n'a pas les moyens, voire l'autorisation d'intervenir trop sur des terrains privés financés par la puissance publique là-bas. Donc l'idée, c'est d'entretenir un minimum ces populations naturelles pour pouvoir récupérer des propagules, donc graines, boutures, marcottes, fruits, et de réaliser, les multiplier en pépinières et de réaliser des plantations ex situ. D'abord, des plantations ex situ dans des endroits qui sont accessibles, qui sont entretenables. C'est-à-dire régulièrement, il faut qu'on fasse 2 heures de marche ou 5 heures de marche pour aller récupérer des graines dans le milieu naturel. Donc on a les moyens aujourd'hui, on a les moyens depuis quelques années, peut-être que demain on n'aura plus les moyens d'aller gérer et récupérer tout cela en population naturelle. Donc on a fait des plantations conservatoires dans des endroits qui sont gérés ou dont le foncier est maîtrisé, donc ce qu'on appelle les terres domaniales, plus ou moins affectées à la direction de l'environnement ou à d'autres entités. On a fait de temps en temps des plantations in situ dans des vallées gérées par l'association Manu, qui sont des vallées privées, et on a profité de l'implication de l'association et de ses bénévoles pour faire les plantations dans ces terrains-là, parce qu'on sait que ça va être suivi, entretenu. Donc on a pu mobiliser ainsi in extremis le patrimoine génétique de certaines populations de ces plantes-là qui ont aujourd'hui disparu, pour différentes raisons. On visualise beaucoup mieux les menaces et on met en évidence de cette façon-là, avec les plantations, des problèmes d'insectes qui mangent les fleurs, qui piquent les fruits, qui forent le tronc, de pathogènes, beaucoup de maladies, on n'en sait rien en fait, des maladies cryptogamiques ou des virus apparemment atteignent certaines plantes. On a une meilleure aussi connaissance, une meilleure multiplication en pépinière, d'écologie, de biologie, des plantes dioïques qu'on croyait être hermaphrodites au départ. Par exemple, on est paré à se lancer dans des réintroductions en milieu naturel, mais il faut qu'on trouve dans des milieux écologiquement adaptés, donc forêt semi-sèche, des sites dont on maîtrise le foncier, et pour l'instant à Tahiti, on n'a pas. On souhaite se lancer, mon on est un peu celui de la direction de l'environnement aussi, et de se lancer aussi dans la conservation longue durée de semences, à l'image de ce qui se fait dans d'autres pays du monde, et de développer le même type de projet dans d'autres îles. Ça se fait aussi à Nukuʻiva, aux Marquises. Bon, en conclusion,
on garde le Myconia comme espèce envahissante majeure, mais il y en a bien d'autres qui arrivent, qui sont moins connus, mais qui nous posent problème dans pas mal d'actions. La difficulté aussi de travailler dans les 5 archipels, il y a des plantes endémiques dans chacun des archipels, donc monter des équipes autonomes, enthousiastes, sérieuses dans les 5 archipels, pas concentrer tout ça sur Tahiti. Il y a clairement une stratégie à avoir, notamment en recherche, et trouver des actions de terrain innovantes, parce qu'on n'a pas la solution pour le tulipier du Gabon par exemple, on ne peut pas tronçonner tous les troncs et faire crever les souches. Bien sûr, définir des priorités. Donc depuis une quinzaine d'années, c'est notre satisfaction, et c'est ce qui permet d'y croire un petit peu, de ne pas être que pessimiste, c'est de voir que la société civile polynésienne est de plus en plus intéressée à tous ces travaux-là, ne s'arrête pas à simplement voir que la montagne est verte et surfer les vagues tahitiennes, mais de venir en montagne, de travailler. Donc c'est l'impact collatéral dont j'ai parlé tout à l'heure. Et pris clairement, il faut un nécessaire investissement dans le patrimoine naturel polynésien, qui est un lieu de tourisme, lieu de pédagogie, lieu de bien-être, etc. Il est clair que si on ne fait pas plus qu'on fait aujourd'hui, on n'a que 6 plantes éteintes aujourd'hui, mais il est possible que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, on en ait beaucoup plus. Plusieurs naturalistes polynésiens se disent on a de la chance, on a réussi à retrouver toutes les plantes ou voir tous ces oiseaux, mais dans 20 ans, ça ne sera plus le cas. Pour les prochains, ils ne verront plus tout ça. Je vous remercie. Merci. Alors, je vais dire un mot avant que Susanna ne parle, parce que tout ce qu'on voit sur les services écosystémiques ou environnementaux rendus par la forêt, et tout ce qu'on voit sur le travail qui est amené à la fois pour protéger, pour restaurer, peut-être demain gagner des espaces, on est confronté à une vraie difficulté, et vous le savez, c'est que ça ne rentre pas dans un schéma économique normal. C'est-à-dire que c'est des dépenses, c'est des charges, et contrairement parfois à la sylviculture, et encore bien des années plus tard, ça rapporte rien de monétaire à court terme. Et donc ce qui apparaît quand on parle de ces sujets-là, c'est quand même un problème crucial de financement. Et on va essayer de s'attacher durant toute cette semaine à trouver des solutions pour ça. Et Susanna est venue nous aider justement à réfléchir à ces questions-là. Et c'est l'objet de son développement, et on pourra en parler après. Susanna, à toi. Merci. Bonjour à tous. Je vais devoir parler anglais, je m'en excuse. Auprès de mes collègues, je voudrais d'abord commencer par une petite histoire personnelle, une petite anecdote personnelle. J'ai été d'abord une professionnelle de la foresterie en 1982, et à l'époque j'étais d'une grande naïveté. Je croyais que le monde pouvait changer et qu'il suffisait pour ça de mettre en place un marché du carbone. J'étais extrêmement intéressée, très exaltée. Je pensais que ça allait marcher. Au Fidji, il est parfois très difficile de faire des affaires dans le secteur de la foresterie. Et pour ma part, en tant que aussi protectrice de l'environnement, j'étais très étonnée, très inquiète de voir les dégâts causés par l'extraction forestière dans mon pays. Et pour moi, la réponse, c'était le marché du carbone. Et à partir de 1992, et ce jusqu'en 1994, il aura fallu 2 ans pour que les pays parviennent à se mettre d'accord sur cette nécessité de faire bouger les choses. Il aura fallu tout ce temps pour que les pays conviennent de la réalité du changement climatique et décident de faire quelque chose à l'échelle mondiale pour trouver des solutions afin de réduire les effets du changement climatique et de promouvoir ou renforcer la sécurité alimentaire en essayant de promouvoir le développement durable. Mais au début, nous étions nombreux à être pleins d'illusions, et je sais que beaucoup d'entre vous se sont intéressés à la question, que d'autres n'ont jamais entendu parler du marché du carbone et se demandent ce que ça veut dire, en quoi ça consiste et en quoi les pays de la région ou les personnes qui sont ici assises autour de cette table peuvent tirer parti ou profiter, bénéficier de ce dispositif. Ce n'est qu'en 1997 que tous les pays ayant signé en 1992 la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, ce n'est qu'en 1997, disais-je, que les parties à cette convention ont signé le protocole de Kyoto, un protocole de Kyoto qui était un petit peu le code de la route en quelque sorte à suivre, un protocole qui autorisait les pays à appliquer un certain nombre de normes leur permettant de
calculer leur niveau de référence forestier, de calculer leur impact sur les changements et de dire à terme, eh bien, je vais vendre X quantité de carbone pour telle ou telle somme. Le protocole de Kyoto est donc un cadre qui définit un dispositif qui va finalement ou qui doit permettre à toutes les personnes ayant signé la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la CCNUCC, qui devait donc permettre aux parties à cette convention de se réunir, de travailler ensemble pour mettre en place un dispositif d'échange d'émissions de carbone. Je me suis investi dans ce secteur à partir de 2005. Jusque-là, je travaillais dans le secteur forestier. À ce moment-là, Conservation International est venu aux Fidji et a dit au gouvernement fidjien, nous avons une idée qui devrait peut-être vous permettre de préserver une partie de vos ressources forestières. Est-ce que vous êtes intéressé? À l'époque, je travaillais pour les services des ressources forestières. Je savais déjà que il y avait une grande concession forestière qui était l'objet de litiges extrêmement sérieux entre les communautés. Une des parties de la communauté voulait préserver la zone, d'autres voulaient y pratiquer l'abattage. Et finalement, on a procédé à une évaluation de la biodiversité dans cette zone. Ça a eu lieu en 1997 et l'évaluation de la biodiversité a indiqué que cette zone qui faisait l'objet de litiges était un hotspot, c'est-à-dire une zone très riche en biodiversité avec des espèces d'oiseaux endémiques, d'autres espèces endémiques, y compris endémiques à l'intérieur même des Fidji, et on pensait même que cette zone abritait une espèce d'oiseau dont on pensait qu'elle avait disparu. Autant dire que tout cela a suscité beaucoup d'enthousiasme et que on a donc pensé qu'il valait mieux préserver cette zone pour en faire en quelque sorte un puits de carbone, pour y pratiquer des activités de conservation, pour pouvoir promouvoir la formation de puits de carbone et ainsi préserver cette zone. Le débat a été extrêmement animé, il s'est poursuivi pendant très longtemps et puis finalement on s'est dit que, au vu des règles définies au titre du protocole de Kyoto, nous ne pouvions pas faire cela s'il n'y avait pas de menace avérée, de menace directe. À l'époque, nous n'avions pas non plus calculé nos niveaux de référence forestiers. Nous avions des inventaires des forêts, mais nous n'avions pas fait d'inventaire des émissions de carbone. On s'est dit ça va être extrêmement long, extrêmement compliqué. Et donc, nous nous sommes tournés vers les bailleurs de fonds avec lesquels nous travaillions à l'époque. Et nous avons essayé de voir si on ne pouvait pas plutôt s'engager dans la voie de la restauration. Et pour revenir au protocole de Kyoto, ce protocole de Kyoto a permis à des pays, parmi lesquels Fidji, qui a signé le protocole en 1992. Et encore une fois, à l'époque, en 92, j'étais très native. Et je me disais, formidable, ça va tout changer. Fidji était un des premiers pays à signer le protocole de Kyoto. Nous étions pleins d'enthousiasme. Mais évidemment, les choses ont un petit peu changé. La réalité s'est imposée. Mais pour revenir, disais-je, au protocole de Kyoto, ce protocole de Kyoto a permis aux pays de se prévaloir de deux types d'instruments. Soit un système législatif, en d'autres termes, les pays votent ou adoptent des lois, des règlements pour réglementer pour sanctionner les méchants, les industriels et tous ceux qui produisent trop de carbone, pour les amener à revoir leurs pratiques. Ça, c'est ce qu'on appelle un système réglementé. Donc, c'est le marché de la conformité. C'est un premier type d'outil proposé par le protocole. Et dans le même temps, le protocole propose des mécanismes dits flexibles, des mécanismes, si vous voulez, qui permettent aux émetteurs et aux non-émetteurs de travailler ensemble pour voir comment ils peuvent ensemble résoudre le problème. Et dans ce contexte, a été mis en place le cadre de mise en œuvre conjointe qui permet à des pays comme le nôtre, des pays en développement, de parler directement aux émetteurs de carbone, à savoir les pays développés sur la liste de l'annexe 1 au protocole de Kyoto, pour ensemble trouver des solutions. Si vous ne savez pas grand-chose du protocole de Kyoto, sachez que de par la manière dont les pays se sont organisés et parce qu'ils ont reconnu le fait qu'il y a des pays émetteurs et des pays non émetteurs, et qu'il y a des pays non émetteurs et émetteurs signataires de la Convention cadre sur le changement climatique, on a décidé d'avoir des listes séparées, les listes de l'annexe 1, pays émetteurs de grosses quantités de carbone, et les pays de l'annexe 2, à savoir les pays qui, au contraire, sont des pays en développement, qui sont de très faibles émetteurs de carbone, et donc des pays qui pourraient être des sources potentielles de réduction des émissions
de nature à compenser les émissions des pays qui, eux, émettent beaucoup de carbone et qui apparaissent sur l'annexe 1. Donc c'est assez compliqué, mais c'est comme ça que les choses se sont faites dans le cadre du protocole de Kyoto. Différents types de projets peuvent donc bénéficier de ce type de mécanisme au titre du protocole de Kyoto, des projets sur les déchets, l'énergie, des projets sur la restauration des zones humides, sur l'initiative REDD+ de lutte contre la déforestation, le mécanisme pour un développement propre qui relève également du protocole de Kyoto. Les pays du monde ont également décidé d'adopter un certain nombre de normes. Et lorsque des discussions ont lieu sur le marché du carbone, eh bien, on décide d'abord de quelles normes on va à quelle norme on va se référer, quelle norme on va adopter. Et cette norme, une fois adoptée, va définir la méthode qui va être utilisée. Donc des standards sont en norme, toutes sortes de dossiers doivent être montés qui satisfont à ces règles en fonction de la nature des projets que l'on veut mettre en place et que l'on veut soumettre au bénéfice du protocole de Kyoto pour le marché des émissions. Voici la liste des différents types de marchés et de produits qui existent. On voit bien que la foresterie et l'utilisation des sols offrent un réel potentiel. Vous le voyez, en 2017, on avait un volume de 16,6. En 2018, ça avait fortement augmenté. Et tout cela montre bien que pour nous qui sommes dans le secteur forestier, il y a là quelque chose à quoi il faut vraiment réfléchir. Et tout cela pourrait peut-être ouvrir des perspectives intéressantes. Ici, un graphique qui montre quels sont les différents types de projets carbone. Je sais bien que vous êtes un petit peu loin pour voir ce qui est écrit, mais en fait, les types de projets les plus importants sont les projets qui relèvent de l'initiative REDD+, une initiative axée sur la réduction des émissions et la déforestation. 4 $ la tonne de carbone. Et si vous regardez ici ce qu'il en est des forêts, de la gestion durable des forêts, la règle laser ne marche pas. On est environ au milieu. Le volume de carbone est faible, mais le prix est un peu plus élevé. Donc la forêt, la gestion durable des forêts, dans ce domaine, le volume de carbone n'est pas très élevé, mais les prix sont relativement plus élevés sur les marchés ouverts. Donc pour notre part, nous pensons que nous sommes parvenus à un point de bascule. Aujourd'hui, le monde a pleinement pris conscience de la gravité de la situation et de la nécessité de faire quelque chose. La pression augmente et il faut agir tout de suite. On ne peut plus attendre. Depuis 2016-2017, on a bien vu que les choses avaient évolué. Ces 2 ou 3 dernières années, les leaders du monde ont continué à discuter de ces questions parce qu'elles prennent une gravité et un caractère d'urgence dont nous, Océaniens, sommes conscients depuis longtemps. Nos villages sont nombreux à avoir été directement touchés par l'augmentation du nombre d'inondations, d'ondes de tempêtes, de cyclones. Les impacts du changement climatique sont pour nous des réalités quotidiennes auxquelles nous sommes confrontés tous les jours. Et il est dit également ici que c'est la reforestation, la restauration des ressources forestières qui va être au cœur de l'action à mener. Nous sommes dans la décennie de la reforestation et l'idée est de voir comment nous, acteurs du secteur forestier, pouvons à notre échelle, contribuer à sauver la planète. En gros, c'est de ça qu'il s'agit. Sur ce graphique, on voit quels sont les différents types de normes qui existent. Et on voit que pour le carbone vérifié, le marché du carbone vérifié, le prix est beaucoup plus élevé que pour le marché non vérifié. Le CCB, ici en anglais, ça veut dire de carbone vérifié à l'échelle communautaire. En d'autres termes, on tient compte du carbone, mais aussi d'autres systèmes écosystémiques, notamment les avantages pour les communautés, etc. Comment appliquer tout cela, comment mettre en œuvre tout cela dans nos petits États insulaires? Je crois que nous sommes loin maintenant du protocole, de l'adoption du
protocole de Kyoto. Le temps a passé. Beaucoup de nos pays ne pourraient pas en fait être éligibles au bénéfice du marché dit de la conformité et pour des raisons diverses. Et il serait préférable que nos pays se tournent vers les marchés dits volontaires. Pourquoi? Parce que sur les marchés volontaires, nous pouvons, nous, parler directement aux émetteurs de carbone, leur demander de s'asseoir à la table et de négocier avec nous. Nous nous adressons aux principaux acteurs, aux gros émetteurs, et nous leur disons, venez vous asseoir à la table, repensez à vos pratiques, réfléchissez avec nous à la manière dont vous pourriez travailler avec les petits États insulaires pour les utiliser en tant que puits de carbone pour que ces pays puissent en tirer des bénéfices financiers leur permettant de mettre en place des projets de lutte contre le changement climatique. C'est ça l'idée, et je crois que c'est un domaine dans lequel il faut aussi garder à l'esprit les fameux co-bénéfices. Lorsqu'on parle au développement durable des Nations Unies, on sait qu'il y a les objectifs 1 à 14 qui sont en rapport plus ou moins direct avec le secteur de la foresterie. Donc ce que nous faisons dans le secteur forestier ne concerne pas que la préservation des forêts, la santé des forêts, les ressources forestières, mais ça a un rapport direct avec toutes sortes d'autres domaines. Et ça peut être aussi une réponse face à d'autres menaces. On nous a parlé, Jalési nous l'a dit tout à l'heure, de l'importance qu'il y a aussi à privilégier la santé des écosystèmes et des sociétés de manière globale, à décloisonner toutes nos approches face au changement climatique. Et Jean-François nous a également rappelé que nous avons par ailleurs à faire face à la menace grandissante des espèces envahissantes. Tout cela appelle une démarche globale. Tout cela doit nous amener à faire en sorte que les petits États insulaires puissent dire le carbone est important, mais il y a aussi des tas d'autres choses qui sont très importantes et le changement doit être intégré à une démarche globale, comme je le disais tout à l'heure. Depuis que j'ai rejoint Conservation International en 2012, je me suis beaucoup intéressée au marché du carbone. J'ai suivi très attentivement la situation et de manière générale, tout cela, j'ai l'impression que mes désillusions du début commencent à disparaître. Je commence à voir qu'il y a à terme un véritable intérêt à s'engager dans cette voie et que ce marché du carbone offre vraiment des perspectives énormes. On ne voit pas le produit, on ne le voit pas parce que le carbone est la devise que l'on échange. C'est cette valeur commune que l'on va évaluer et échanger. Il y a toutes sortes de gaz à effet de serre et toutes les sources de gaz à effet de serre font l'objet d'une équation qui permet de calculer l'équivalent carbone. Vous avez sûrement vu également le sigle TCO2E, c'est l'équivalent, le tonne équivalent carbone, et c'est ce qui permet de calculer finalement la valeur carbone de quelque chose, et ce carbone est donc devenu une devise à part entière, et dans les petits pays insulaires océaniens, on ne devrait pas tant penser au carbone, on devrait plutôt s'intéresser à la question de savoir comment on peut évaluer la valeur de ce carbone, en tirer parti pour dire au monde entier que les pays insulaires sont désespérés, ont véritablement besoin d'une aide urgente. On doit les aider d'urgence à renforcer leur résilience, à renforcer la résilience des communautés face au changement climatique, qui est, je le rappelle, une réalité quotidienne pour nous tous. Et d'après d'après l'expérience que j'en ai, certes, le marché du carbone est très complexe et difficile à comprendre. C'est une démarche très intense. Au Fidji, nous avons d'abord commencé par faire des inventaires forestiers. Dans les pays du Pacifique, exception faite de la Nouvelle-Calédonie, notre inventaire était un des meilleurs. Et puis ensuite, lorsque nous sommes engagés dans la démarche beaucoup plus rigoureuse qui consiste à évaluer les forêts, les niveaux de référence et d'émissions de nos forêts dans l'optique du marché carbone, nous nous sommes rendus compte que l'inventaire précédent était très incomplet, que nos données devaient être actualisées, qu'il fallait revoir de fond en comble notre évaluation. Pourquoi? Parce que cet inventaire était fondé sur une toute autre méthode, une méthode qui se concentrait sur d'autres aspects de la gestion des forêts. Et nous nous sommes rendus compte que, au fur et à mesure du temps, nous avions en fait accumulé des données qui n'étaient pas précises, qui étaient imparfaites. Et maintenant que nous voulons vendre notre carbone, il faut que nous révisions complètement notre inventaire. Il faut que nous fassions en sorte d'être en conformité avec la norme qui va nous permettre d'accéder au marché carbone, et il faut que notre démarche soit suffisamment rigoureuse pour que nous puissions quantifier de manière précise quel est le niveau de référence carbone de nos forêts.
Nous avons aussi pu constater tout au fil de ce processus que la communication n'est pas chose aisée. Moi, je pense carbone, mais vous, quand vous pensez carbone, vous pensez peut-être tout autre chose. Le carbone, c'est quelque chose qui est dans l'air, mais comment on définit ce produit invisible, ce produit qui est stocké dans les bois ou dans le sol? C'est un produit, une marchandise qui est partout sans pour autant être visible, tangible ou palpable. Dans les discussions que nous avons eues au cours des 2 journées passées, nous avons entendu des participants qui nous disaient « Mais c'est quoi ce carbone? Qui sont les acheteurs? Où est le marché? Où est son adresse? Quelle est son adresse en quelque sorte ?» Tout cela est totalement virtuel en quelque sorte et pourtant ça peut être quantifié, mais ça suppose de monter sérieusement son dossier avec de multiples justificatifs et documents à l'appui, de faire preuve de patience dans la collecte des données requises, dans l'identification, le recensement des parties prenantes, des bénéficiaires et la manière dont on va pouvoir partager tous ces avantages. Et en dernière analyse, le marché carbone, en tout cas c'est la perception qu'en a Conservation International, et nous insistons toujours sur cet aspect parce que c'est ce que nous voulons, ce doit être le respect des traditions et des communautés et des valeurs fondamentales des communautés qui vivent dans nos pays. C'est ce qui manque actuellement dans l'équation actuelle du marché carbone et nous pensons que collectivement, nous, pays du Pacifique, pouvons faire en sorte de dire au monde, bien, vous parlez d'atténuation depuis des années, le monde développé nous parle de carbone de manière systématique, mais nous, le carbone, ça n'est pas tout. Nous, pays du Pacifique, savons ce qu'est le changement climatique et ses effets non seulement sur les ressources et le carbone, mais sur nos écosystèmes, nos modes de vie, nos traditions. Comme le disait Jalési, c'est le bien-être des communautés océaniennes qui est en jeu, des forêts, des ressources, des choses qui sont essentielles à notre vie, à notre survie. Ma dernière diapositive, maintenant, a pour but de vous livrer quelques messages clés. Les opportunités qui existent sur le marché du carbone sont bien réelles. Nous, pays du Pacifique, sommes très reconnaissants envers la CPS de nous avoir réunis, de nous avoir permis de débattre ensemble de ces questions et nous sommes très contents de pouvoir aussi dire à la CPS que oui, c'est une voie dans laquelle les pays du Pacifique souhaitent s'engager de manière collective pour dire oui, c'est une démarche qui nous intéresse et la CPS pourra peut-être nous aider à faire entendre notre voix à l'échelle mondiale, à porter notre projet à l'échelle mondiale pour que nous puissions bien sûr travailler sur le carbone, mais aussi sur tous les co-bénéfices qui découleraient de l'échange de crédits carbone. Enfin, rappelons aussi que dans le Pacifique, notre échelle de développement économique est minime à l'échelle mondiale. Au Fidji, Conservation internationale, à l'intérieur même de notre association, nous sommes en concurrence directe. Nous sommes implantés dans plus de 50 pays et lorsque nous soumettons des propositions à notre direction, il faut toujours comparer le prix de la mise en œuvre d'un projet dans tel ou tel pays par rapport à tel autre. Et lorsqu'on parle de projets de restauration forestière dans le Pacifique, le coût est énorme. Mais dans les pays d'Amérique du Sud, le coût est beaucoup plus faible. On ne peut pas faire face. On ne peut pas faire face à une telle concurrence. Pourquoi? Parce que nos pays sont tout petits. Le Brésil, le Honduras et d'autres pays ont des milliers d'hectares sur lesquels ils peuvent faire de la restauration. Donc le coût du transport est faible, l'économie d'échelle n'a rien à voir avec ce qu'elle est ici. Le coût de travaux de restauration dans le pays du Pacifique est nécessairement élevé. On ne peut rien y faire compte tenu des caractéristiques propres à nos pays. Par conséquent, nous avons, en tant qu'Océaniens, la responsabilité collective de dire à la communauté internationale notre situation est grave, c'est bien celle-là. Notre réalité est indéniable. Voilà ce qu'il en coûte dans nos pays de faire des projets pour que le monde comprenne que même si les coûts sont élevés, les avantages sont énormes, non seulement en matière de carbone, mais aussi en matière de ressources naturelles et autres avantages. Merci beaucoup. Merci Susanna pour ce message multiple. À travailler ensemble sur nos valeurs. Est-ce que la salle est-ce que vous avez des réactions, des commentaires, des émotions, des questions à exprimer? La première est toujours difficile. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour vos exposés respectifs. J'ai trouvé que c'était en plus très complémentaire entre vous 5. Je me posais une question, en fait, je crois que c'est Hubert qui en a parlé.
une partie de la solution, probablement une grande partie, passe par les politiques. Et je me demandais simplement quel est aujourd'hui le support que vous avez des politiques, des gouvernements locaux sur toutes ces initiatives, et est-ce que ce support est suffisant ? Je vais juste parler pour la Nouvelle-Calédonie. Là, on est dans un moment assez crucial, aussi parce qu'il y a eu un renouvellement des exécutifs, qu'on est l'année mondiale de la biodiversité. C'est un sujet qui remonte et Protège en est un peu la preuve. Il y a tout un volet forêt sur lequel, en tout cas, nous, on a senti un intérêt politique des exécutifs actuels sur le sujet. Après, il faudra que ça se traduise dans les faits. Donc comment le politique va s'emparer de la production intellectuelle des sachants, on va dire, de l'ensemble des acteurs réunis cette semaine, et comment ça se traduira non seulement dans le cadre du projet Protège, mais également dans l'ensemble des politiques publiques. On a en Calédonie un ensemble de documents de cadrage. On a un schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie. Normalement, il doit être révisé. Il avait été voté, je crois, 2013. Donc c'est 2025. Donc là, à mi-parcours, il doit être révisé. Quelle est la place de la forêt en agroforesterie, en sylviculture, en captage d'eau, etc. C'est le moment de le réviser à la lumière de nos échanges. Il y a une politique agricole pour l'autosuffisance alimentaire. L'agroforesterie aura sa place. Il y a une question d'aller aussi par rapport à cet enjeu de protection. On parle au niveau mondial de 30% protégés, 100% gérés. Est-ce qu'on est capable en Calédonie de protéger 30% de nos espaces naturels ? Ça, c'est des questions auxquelles les politiques doivent pouvoir répondre à la lumière des spécialistes, bien sûr, mais de trancher, parce que c'est à eux de trancher. Mais on a souvent tendance à dire qu'on sent le virage, mais là, il y a un contexte d'urgence. Vous avez entendu dire que très prochainement, il y a eu un vœu du Congrès qui a reconnu l'urgence écologique et climatique. Il y a une rencontre à la fin du mois avec le gouvernement et les collectifs citoyens. Comment ça va se traduire ? Quelle va être l'expression du gouvernement, voire des provinces, sur cet état d'urgence ? Donc l'utopie, c'est la lumière au bout du couloir, mais en tout cas, on peut avancer dans le noir avec tout ça. Ouais. Bonsoir, merci et bravo. Il y a un point sur lequel j'avais envie de vous entendre un petit peu plus, c'est le mot que vient de prononcer Hubert, et notamment ce mot d'urgence. Les incendies se sont multipliés, vous l'avez cité, vous avez cité à quel point ils ont été dévastateurs, et on sait que très très souvent, il est intéressant d'intervenir sur les sols nus dans les premiers moments pour éviter que les pluies qui peuvent suivre les incendies ne rendent le sol infertile pendant un certain temps. Comment est-ce qu'on s'adapte à cette urgence climatique et environnementale et qu'on est capable, sur des échelles de temps très courts, de mettre en place les mesures de remédiation qui fait que la forêt peut avoir encore un avenir après l'incendie ? Thank you. I will only talk on. Merci. Je ne parlais que de l'expérience fidjienne où les feux représentent une menace importante du point de vue de la protection de nos ressources forestières. Depuis quelques années, nous essayons d'élaborer un plan national de gestion des incendies en zone rurale pour mettre en place une stratégie de lutte. On a reçu des instructions de nos décideurs qui souhaitent qu'on aille discuter avec les communautés pour discuter, rediscuter, discuter jusqu'à ce que on arrive à développer une perception commune de ce qu'il faut mettre dans la stratégie et du rôle que les communautés doivent jouer elles-mêmes pour gérer le feu à Fidji. Le feu peut être utilisé aussi comme un outil pour préparer le sol parfois, mais la difficulté qu'on a est due à des brûlis non planifiés. Voilà ce qu'on veut essayer d'éliminer dans le cadre de la stratégie que nous élaborons, cela en collaboration avec des collègues
australiens et néo-calédoniens. Donc, on essaye de mettre au point un plan permettant de lutter contre les feux de forêt, d'envoyer des alertes quand il y a un feu. Voilà, on travaille avec nos homologues australiens et nos calédoniens qui aident Fidji à mettre en place ce plan de gestion-là. Mais il faut sensibiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a tout un effort qui est nécessaire si on veut, avec succès, éduquer la communauté et les propriétaires fonciers. Donc il faut, avec beaucoup d'énergie, continuer à proposer des programmes de formation, de sensibilisation, mais la conformité avec le contenu de la réglementation est un autre problème. Mais l'éducation et la sensibilisation sont deux volets essentiels. Si ça ne marche pas, donc après, il faut regarder du côté de la loi pour faire appliquer le contenu de la loi. Cela est plus compliqué. Juste pour qu'on... tu as complètement raison, Nicolas. Je pense qu'il y a véritablement là un gros enjeu. On a déjà du mal en cours après les incendies. 29 000 hectares l'année dernière. On est organisé pour défendre des habitations, pour défendre des biens à proximité des réseaux de voirie, etc. On n'est pas encore organisé pour gagner la lutte contre les feux dès qu'on part dans la chaîne, là où sont les châteaux forestiers. En effet, il y aurait un gros intérêt à pouvoir intervenir très rapidement après un incendie. Tu le disais très bien par rapport aux questions d'érosion, aussi par rapport aux invasions biologiques, parce que généralement, dans nos territoires, ce qui prend la place, c'est majoritairement des espèces envahissantes, en tout cas sur les sols volcano-sédimentaires, pas les sols miniers, mais les volcano-sédimentaires. Et pour ça, ça rejoint un des 4 chantiers que j'ai cités, celui d'investir massivement sur le génie écologique. Nous, on échange avec des experts pour du seed bombing, c'est-à-dire par drone, de pouvoir aussi aller sur des zones inaccessibles pour pouvoir ressemer des espèces pionnières. Il y a beaucoup de choses à tester, à inventer, et en même temps, je rejoins complètement mon collègue de la CPS, c'est qu'il y a encore plus gros enjeux à raisonner les populations sur leur rapport à la forêt et sur leur rapport de destruction à cet écosystème forestier, même si ce n'est pas calculé. Le résultat est là, et j'étais l'année dernière à Fidji, mais il y a 2 ans, et j'étais aussi très surpris par le nombre d'incendies sur Viti Levu. Et d'ailleurs, il y a une collaboration avec la Nouvelle-Calédonie, avec l'œil, l'Observatoire de l'environnement, pour que l'outil qu'on a mis en place au sein de l'œil pour spatialiser l'ensemble des feux soit aussi un outil à disposition de Fidji. Quand on est comptable d'un problème, on peut davantage le gérer. Hello, I'm over here. Je suis par ici. Je voudrais poser une question technique, Susanna. En ce qui concerne ce graphique sur le type de carbone, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement comment cela marche? Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Merci. En ce qui concerne ce schéma, ce graphique, sur l'axe Y, il y a le volume en tonnes équivalent de carbone, et l'axe Y ici vous donne le prix moyen en dollars par tonne en équivalent carbone. Donc, tout ce qui a été cartographié ici au titre des différents types de projets, on a différentes catégories de projets ici. Il s'agit de tous les gaz et les émissions à effet de serre calculées en termes de valeur équivalente en carbone, tonnes d'équivalent carbone pour tous les gaz à effet de serre qui sont capturés par les différents projets. Donc, il y a plusieurs catégories de projets s'occupant du carbone. Donc, voici RED+, voici tout ce qui est enfouissement. Ici, c'est les système hydrologique. Ici, c'est les appareils qui sont très économes du point de vue de la consommation d'énergie. Ici, c'est les transports.
et la quantité de gaz émis par les camions, par exemple. Donc tout cela, en gros, nous montre que lorsqu'il s'agit d'essayer d'atténuer les émissions de carbone, voici les types de projets, voici les volumes de réduction d'émissions associés à chaque projet. Donc, il s'agit des réductions d'émissions et du coût de tous ces projets visant à réduire les émissions. On peut dire à quel prix le carbone est vendu sur le marché en tonnes métriques d'équivalent carbone. Est-ce que cela me permet de bien répondre à votre question? Ça, cette histoire, est-ce que tout le monde a compris? Vous avez des questions, non? Sur ce point précis? Non. Sylvestre. À vous écouter, finalement, il y a beaucoup d'argent dans la sphère financière et qui ont du mal à trouver des projets. Il suffit de s'organiser pour attraper cet argent. Ma question, c'est attendez-vous que les administrations publiques se réforment pour pouvoir attraper cet argent? Et est-ce que l'appât qui consiste à essayer d'être mieux financé peut les motiver? Hubert a 13 ans. Susanna, answer first. Et Hubert, tu... Merci, c'est une question très importante. Il y a beaucoup d'argent à aller chercher, mais beaucoup de conditions attachées à ces subventions. Les petits États insulaires comme Fidji essaient de travailler à l'échelon national. C'était trop encombrant. On n'avait pas les bonnes données, on n'avait jamais les bonnes conditions. Et donc, on a essayé de travailler à une plus petite échelle avec des projets basés sur certains sites émetteurs de carbone. Et donc, il y a un programme qui a bien marché, le programme MACO, géré par la CPS. Je félicite la CPS d'ailleurs d'avoir mis au point ce programme MACO à Fidji et à Vanuatu. Et ces deux programmes permettent de vendre du carbone sur le marché avec ce qu'on appelle le plan Vivo. Vous avez expliqué toutes les différentes normes qui étaient applicables à ce marché. Et là, vous avez ce qu'on appelle le plan Vivo. Et au titre de ce plan, les pays ont pu répondre à tous les critères. Donc, quand le partenaire est venu sur les sites du projet à Fidji et à Vanuatu, tout était bon, tous les critères étaient remplis, ils ont pu ainsi être accrédités et après l'accréditation, ils sont validés pour vendre du carbone sur le marché. Donc si on veut participer aux échanges de carbone, il faut que l'on soit vérifié pour que nos efforts soient validés comme étant conformes aux normes. Il y a plusieurs séries de normes différentes qu'on peut choisir, mais il faut appliquer les méthodologies qui sont associées à chaque norme pour remplir toutes les conditions et être certifié pour pouvoir participer à ces échanges de carbone sur le marché. J'espère avoir répondu à votre question. En complément de ce que disait Susanna, en dehors du marché carbone, pour le contexte calédonien, on rate beaucoup d'opportunités de financement parce qu'on n'investit pas sur notre capacité à monter les projets. Et c'est d'abord au niveau des collectivités, le WWF l'a fait remonter aux collectivités, c'est d'une part de faire du gagnant-gagnant entre les ONG et les associations et les collectivités pour monter des projets. Parfois, les fonds sont accessibles, ce sont des appels à projets pour la société civile, pas pour les collectivités, et parfois ce sont des appels à projets pour les collectivités et pas pour la société civile. Donc parfois il faut changer de leadership, mais on peut aller ensemble monter les projets. Ce que nous avons rencontré assez régulièrement, ça fait une petite vingtaine d'années qu'on est ici, c'est que parfois il est difficile pour les collectivités de dégager du temps agents administratifs pour monter les projets. Et ça s'additionne à leur mission en cours. Et parfois, on a loupé des opportunités parce que soit on n'a pas réussi à déposer le projet, soit il a été monté mais mal. Et on a loupé des sommes importantes parce qu'il n'y a pas
une cellule, ça pourrait être 1-2 agents par collectivité, une cellule qui ferait la veille aux opportunités de financement dans le privé, dans le public, et qui redirigerait ces alertes, ces appels à projets vers les directions thématiques que ça concernerait, informerait également les réseaux de la société civile qui pourraient être concernés par ces appels à projets, et organiserait, animerait la construction de l'appel à projet. C'est un métier, ça s'apprend, mais même 2 postes pour une collectivité seraient très rapidement remboursés, amortis, quand on voit les financements qui pourraient être captés. On entend parfois parler de très grosses sommes qui repartent de Nouvelle-Calédonie, des opportunités de financement, parce qu'on n'a pas été capable de les capter ou de les dépenser. Donc là, véritablement, avant de demander davantage d'argent aussi, si on veut être provocateur, soyons en capacité déjà de saisir l'argent qui nous est proposé. Donc ça fait partie d'un des chantiers indispensables de se mettre en capacité de capter cet argent. Mais du coup, j'ai un peu envie de vous poser une question à tous, là, parce qu'on attend toujours du politique. Bon, c'est vrai que pour le monde qui vient de la société civile économique, c'est parfois un petit peu difficile d'entendre toujours les choses qui d'une certaine façon ne fonctionnent pas parce que l'initiative politique fait défaut. Alors j'ai un peu envie de vous poser une question. Pourquoi est-ce qu'on ne mobiliserait pas sur ces questions-là la société civile? Et j'ai envie de vous poser une question additionnelle. C'est comment on peut rapprocher de ces enjeux-là la sphère économique, c'est-à-dire, en clair, les entreprises. Parce que si on rapprochait de ces enjeux-là la sphère économique, financer 2 postes, je vais vous dire franchement, ça irait sûrement beaucoup plus vite que d'attendre une initiative d'ailleurs. Et il y a une vitalité dans les sociétés civiles, et pourquoi ne pas l'utiliser et comment faire? Et alors j'ai une 3e question, vous m'excuserez, je complique la donne. C'est à toi, Susanna, mais aussi à toi, Jalesi. Est-ce qu'une initiative des sociétés aussi civiles des îles du Pacifique, par exemple de Fidji et de nos 3 territoires, pourrait avoir du sens dans ce type de projet et comment on pourrait faire? Désolé, il y a plusieurs questions, mais vous voyez la logique. Alors, je vais essayer de répondre. En réalité, je pense qu'on doit réfléchir à notre objectif ultime. Jalesi a partagé son rêve, sa vision pour nos îles, cela dans le contexte de la foresterie. Et nous croyons clairement quel est l'objectif ultime pour nos populations, nos enfants et notre avenir. Donc, définissons l'objectif et revenons en arrière pour poser les questions difficiles par rapport à ce qu'il faut faire. Que faut-il faire? Où est le point de départ? Où sont les menaces? Quelles sont les lacunes? Et puis, petit à petit, on va construire tout ça. Mais dans le contexte de l'Océanie, des îles du Pacifique, je peux dire que j'ai eu la chance de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement de Fidji pour essayer de créer des conditions favorables au débat sur le carbone, si on peut faire venir le programme RED+ à Fidji. Et mon ONG CI a été chargé de plusieurs tâches, une étude, une évaluation, c'est quoi qui provoque la déforestation, quels sont les droits au carbone, qui est le propriétaire foncier, qui est le propriétaire du carbone. Ce sont des questions importantes auxquelles il faut trouver les réponses. Quel est le cadre juridique en place? Est-ce que le cadre juridique permet aux propriétaires fonciers d'être les propriétaires du carbone? Ou est-ce que le cadre juridique n'évoque pas du tout le carbone? Parce que quand on a rédigé et adopté cette loi, cette notion de carbone n'existait pas. C'était un arbre, ce n'était pas un agent de séquestration, c'était un arbre qui poussait sur la terre. Donc, dans le contexte fidjien, nous avons très vite compris que si on veut rentrer sur le marché du carbone, il faut qu'on rentre chez nous, examiner le contenu des lois pour voir et pour établir des liens forts entre la propriété du carbone, la propriété foncière et ce commerce. Quand on parle de ce commerce, de ces échanges de carbone, dans le cadre de RED+, c'est le gouvernement de Fidji qui rentre sur le marché. Donc, chaque propriétaire de carbone, par la propriété d'un arbre, doit donner au gouvernement
l'autorité nécessaire, l'autorisation nécessaire pour rentrer sur le marché. Donc c'est complexe, c'est une équation difficile et je pense donc que si on veut avancer, il faut que le monde sache quelle est la situation dans le Pacifique. La situation dans le Pacifique est très différente de la situation sud-américaine ou du contexte africain ou du contexte asiatique parce que le marché du carbone depuis 1997 jusqu'à maintenant a fonctionné sur la base de la situation dans de grands continents, non pas dans de petits espaces insulaires. Et je crois fermement, en ce qui me concerne, que le moment est venu, le moment est propice pour présenter nos arguments. Pourquoi? Parce que le président de Fidji, le premier ministre de Fidji a été président de COP23 dans le cadre des travaux de la Convention 4 sur le changement climatique. Ça, c'est un levier et les Océaniens, les pays océaniens peuvent exploiter ce levier pour présenter des arguments selon lesquels nous voulons dire au monde les îles du Pacifique sont différentes du reste du monde. Nous sommes les victimes du changement climatique et donc nous avons des conditions différentes. Nous voulons être reconnus en tant que tels, non seulement du point de vue du marché du carbone, mais de tous les autres points de vue imaginables pour que les services écosystémiques, la culture traditionnelle soient maintenus. Voilà, il y a plein de dimensions, mais je pense qu'on est bien placé dans le Pacifique pour travailler de manière collective en tant que pays îlien, océanien, plutôt que d'être une petite voix isolée devant la communauté mondiale, sur la scène mondiale, pour parler des problèmes dans le Pacifique. Un pays seul ne peut rien faire. Il faut la voix collective, la force unie collective de l'Océanie. Merci à la CPS d'avoir lancé ce dialogue à l'occasion de cet atelier pour parler des solutions qu'on a pour mieux positionner les pays océaniens sur la scène mondiale lorsqu'il s'agit de parler du carbone dans un marché établi, le marché du carbone. On va faire des vagues un peu, on va poser beaucoup de questions, on va demander l'évaluation, la réévaluation ou la révision de beaucoup de normes. Il va falloir présenter des arguments, défendre nos arguments, dire aux personnes qui ont défini ces normes sur l'agriculture et la foresterie qu'il faut revoir la méthodologie, qu'il faut également tenir compte des services écosystémiques comme faisant partie des services dont on a besoin. Cela doit rentrer dans l'équation parce que cela n'existe pas trop dans l'esprit des autres à l'heure actuelle. Donc tout cela, il faut l'aborder à l'échelon planétaire. Et nous, les pays individuels, devrions, c'est la meilleure solution, travailler ensemble. Merci. Si je peux compléter les remarques du point de vue du soutien de la CPS vis-à-vis de ses pays membres, pour nous, on a donc une réunion des directeurs des services de l'agriculture et de la foresterie. Les ministres de ces deux secteurs se réunissent aussi sous l'égide de la CPS, cela tous les 2 ans. Et c'est là où on reçoit nos instructions du point de vue du type de soutien dont les États membres ont besoin. Et donc, ce sont des réunions où les pays nous disent ce qu'il faut qu'on fasse, ce qu'il faut qu'on propose comme mesure de soutien. C'est là où on définit le contenu de nos projets à l'heure actuelle. On essaie de changer un peu nos modalités de fonctionnement. On travaille depuis longtemps sur la base de projets, d'activités basées sur le concept de projet, mais nous voulons changer l'approche et adopter une approche plutôt programmatique, plus vaste. Et les écosystèmes, la gestion des écosystèmes, c'est une des activités de notre division ressources terrestres et la planification de l'aménagement du territoire est un programme qui est transversal, qui touche tous les domaines thématiques de notre division ressources terrestres, où nous avons un service sur les ressources phytogénétiques, un autre service qui s'occupe de l'agriculture, la santé végétale, les forêts, la gestion du foncier. Et puis, il y a aussi des collègues qui s'occupent des marchés. Mais dans ces 4 domaines thématiques, la planification est transversale et touche tous les secteurs. Donc, même si vous travaillez dans le cadre d'un projet, il faudrait envisager, comme nous, d'adopter une démarche plutôt basée sur l'adoption d'un programme général. Voilà comment nous, on essaie de travailler. Merci.
Une dernière question, peut-être? Bon, donc on va remercier nos 4 amis pour leurs précisions et leurs exposés. Merci beaucoup.